Des jeux Survival Horror, on en voit passer tous les jours. On s'est ramassé énormément de gigabooze au fil du temps, mais il y a malgré tout quelques pépites qui ont pu traverser cet océan d'atrocités à la nage pour nous offrir de grands moments de frisson. Et même en étant surnommé banger ou encore classique du genre, il manque à certains une bande-son irréprochable afin d'obtenir le titre de jeu de l'année. Et le jeu d'aujourd'hui est un parfait exemple de GOTY qui se démarque davantage des autres grâce à un travail minutieux sur sa partie sonore. Pour cet épisode, après un long voyage dans le monde magique de Poudlard, on redescend sur Terre et on part en vacances dans un monde qui sera peut-être bientôt réalité, tout en étant turbo malade depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui on parle de dystopie, on parle de claque, on parle de virus, bref, on parle de The Last of Us, bienvenue dans le bruit de fond. Attention, petit disclaimer habituel, étant donné qu'on va parler des deux jeux et un peu de la série, ça risque de spoiler sale. Car spoiler le jeu sorti il y a 10 ans équivaut à spoiler la série de 2023. The Last of Us est un TPS d'action-aventure typé Survival Horror, développé par Naughty Dog, et sorti en premier sur PS3 le 14 juin 2013, puis sur PS4 un an plus tard et PS5 en septembre 2022. Le deuxième opus, lui, est sorti le 19 juin 2020 sur PS4. Et non, je ne parlerai pas du fiasco sur PC le mois dernier, je ne veux pas me faire ban de YouTube trop tôt pour insulte. Alors, l'histoire débute le 26 septembre 2003, dit l'Outbreak Day, lorsque l'infection du cordyceps commence. On contrôle la famille Miller, qui tente de fuir la ville d'Austin au Texas, quand ceux-ci se font tirer dessus par un militaire, ayant reçu l'ordre d'abattre les fuyards pour empêcher la propagation de cette pandémie mortelle. Et franchement, belle réussite les mecs, bien joué. Après ça, on fait un saut 20 ans plus tard, où on retrouve Joel et sa partenaire Tess, habitant une zone militaire de Boston, qui doivent partir en mission livraison de l'autre côté de la ville pour y emmener Ellie, une orpheline de 14 ans avec un caractère bien trempé, au groupe de résistants miliciens nommé les Lucioles. Pour ne pas trop spoiler la suite, disons qu'à cause de différents retournements de situation, nos compères finissent par traverser le pays direction Salt Lake City dans l'Utah, tout en rencontrant moult gens importants à l'histoire. Le jeu a raflé une sacrée liste de récompenses et je comprends pourquoi. Toulouse, oui on va renommer le jeu Toulouse, c'est moins long et ça fait le son de notif Facebook et je trouve ça drôle. N'est pas un jeu survival horror basique et bourré d'action, c'est un récit masterclass, un gameplay simple mais efficace, le jeu est beau, et le 2 est pour moi également excellent même si un de ça moins accrocheur. Ah, et la série est aussi un banger, elle fait des bons choix sur la narration, est agréable à regarder, et alors oui, le casting est certes pas celui le plus attendu, mais le jeu d'acteur fait oublier ce petit détail. Puis Pedro Pascal c'est le meilleur, voilà. D'ailleurs, je ne m'étale pas plus sur l'histoire du 2, car si vous le pouvez, vous devez la faire. Ni sur la polémique qui l'accompagne, car il n'y a pas d'intérêt à s'attirer les foudres des tétrabouffons offusqués qui pullulent sur internet. Parfois, il faut savoir ne pas prendre en compte l'avis des autres sur une œuvre pour pouvoir se faire le sien. Bref, cessons ces discrétions, passons au chapitre suivant qui est... On ne va pas passer par 4 chemins, c'est pour moi l'un des sound design les plus clean de l'histoire. Autant dans son domaine de l'horreur que dans le réalisme, armes, ambiance, etc. Ce jeu coche toutes les cases, mais avant de parler de l'œuvre, parlons des artistes. Naughty Dog est donc le studio derrière Toulouse 1 et 2, et sont également derrière les franchises Jak et Dexter, Uncharted et Crash Bandicoot. Ça fait un joli CV et un capital sympathie plutôt important auprès des joueurs. Enfin, presque. Pour l'équipe audio, celle-ci est composée de 6 personnes, 3 sound designers et bruiteurs purs, ainsi que 3 travaillant sur la coordination et enregistrement des dialogues, et le tout dirigé par Phil Kovacs, audio lead depuis une bonne dizaine d'années. On reste sur du Pro Tools pour le recording et montage son, et l'intégration audio se fait directement via le moteur du jeu, par un programmeur audio externe à l'équipe, et qui est d'ailleurs tout seul à la tâche. Il est bon de noter que grâce aux améliorations de la PS4 par rapport à sa prédécesseur, l'équipe a pu retravailler l'intégration de A à Z, améliorer la qualité des sons, ajouter des feedbacks grâce aux enceintes incluses dans la manette, mais également de permettre aux joueurs de configurer la propriété azimut du jeu en fonction de leur système son.
En très gros, si une personne se trouve au centre d'un espace sonore circulaire, la propriété azimut définit l'angle horizontal de la source du son. Donc une personne avec du matériel 5.1 aura une propriété azimut bien plus grande que son cousin avec un casque stéréo simple ou juste le son de la télé. Alors, on passe au bruitage et franchement, vous êtes pas prêts. Le son doit être brutal et brut de décoffrage, mais sans trop être dans l'abus non plus. Et l'une des meilleures techniques pour ça est l'enregistrement de bruitage en studio. Dans ce genre de jeu, un son brut sera plus proche de la réalité qu'un son retravaillé X fois, et 95% des sons du jeu sont enregistrés par l'équipe, des vêtements aux armes en passant par la pluie. Less is more. Au moins vous avez deux sons, que ce soit les ambiances, les dialogues et même la musique, au plus chaque son sera impactant. Comme celui-ci par exemple. Ambiance minimaliste, pas ou peu de musique, personne ne parle, on entend à peine les respirations des personnages. Quelques secondes avant, on a vu la forme de l'infecté, mais on ne le reconnaît pas. Puis il s'approche, doucement. Et c'est là qu'on se rend compte d'un truc primordial. On est grave dans la merde. Coucou. Le but de l'identité sonore des infectés était de bien faire assimiler aux joueurs qu'ils étaient humains fut un temps, pour les faire quelque peu culpabiliser de les éliminer. Plus le stade d'infection du cordyceps avance, moins on reconnaît leur côté humain, et comme le son est la réflexion de l'apparence des infectés, cela signifie moins de voix, de cris, mais plus de vomi et de tripes. On peut voir la différence entre un runner, un chambleur ou un clicker par exemple. D'ailleurs, si vous vous demandiez comment ce pur BG est bruité, eh ben voilà, c'est cadeau. Un bon moyen pour que le joueur ressente les mêmes émotions que le personnage est la respiration. Dans le premier jeu, celle-ci n'est pas forcément la plus détaillée, elle est jouée en général sur des moments classiques, tels que la perte de PV, l'arrivée d'un clicker, se retrouver dans un passage étroit, etc., etc. Dans le deuxième volet, les artistes ont poussé le détail jusqu'au bout du rebout. On va retrouver nos respirations au même moment clé, mais également celles-ci vont s'adapter au rythme cardiaque du personnage. Que ce soit lors des sprints, de moments de panique, de stress, de fatigue. Même durant les phases d'infiltration, les héros auront la bouche fermée, mais respireront en fonction du rythme cardiaque. C'est archi chiadé et ça marche très bien. Un autre point important du SD du jeu, et qui pourrait pourtant paraître anodin, est le son de vitres et de glace en général. Qu'est-ce que c'est agréable de casser des fenêtres et des vitres dans ce jeu? Ça donnerait presque envie de devenir manifestant, tiens. En même temps, ils ont fait un boulot minutieux, même pour un son que les joueurs auraient pu oublier. Le bruitage de la glace est réparti en plusieurs couches. Le premier est l'impact, qui est un mélange de fissures de pare-brise et de vitres simples, et de zaps électriques, accompagné de différents sons de casse et fissures, qui eux sont lancés en décalé et aléatoirement, ce qui rajoute une dose de réalisme au tout. Vous avez ensuite un son d'impact qui va dans les basses. Évidemment, en fonction de la taille de la fenêtre, on avait des couches de son différentes. Ça pouvait aller de la fenêtre de WC à la grande plaque de plexiglas. Je vous ai englobé la chose ici, hein. En vérité ça va beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs en description, je vous mets le lien du thread de Twitter du sound designer ayant travaillé dessus. C'est franchement intéressant. Enfin, je comptais terminer ce chapitre par un élément plutôt important du deuxième opus, le langage par sifflement des séraphites. C'est une faction religieuse mentalement détruite, hein. Ils utilisent ce langage pour pouvoir communiquer sans être compris par les opposants, ce qui rajoute encore une couche de profondeur au jeu. Eh bien, à l'origine, le studio avait demandé les services d'un siffleur musical professionnel. Oui, ça existe. Mais le rendu sonnait trop mélodieux, trop proche des oiseaux. Du coup, les bruiteurs se sont enregistrés eux-mêmes pour pouvoir donner l'exemple à suivre aux siffleurs pro. C'est le genre de phrase que je pensais jamais dire un jour.
Le réalisme dans le son est quelque chose de compliqué à recréer. Quand on rate, ça s'entend très rapidement. Les bases du paysage sonore dans Toulouse sont la subtilité, le détail et l'hyperréalisme. Tout ce qui peut être bruité doit être bruité. Il y a plein de lieux dans le jeu où Naughty Dog aurait pu tout donner et en mettre plein la gueule aux joueurs, quitte à faire dans l'abus. Mais non, on reste sur du réalisme, on donne un rendu quand même détaillé et impressionnant de l'environnement, mais on n'oublie pas le but du jeu ici qui est traverser le pays et surtout survivre. Chez Naughty Dog, on a préféré se focaliser sur les transitions entre les lieux. Ce que je veux dire par là, c'est que le directeur audio voulait que les espaces extérieurs ouverts aient une ouverture sonore large et profonde, contrairement aux intérieurs qui étaient très étroits et angoissants. Les claustrophobes comme moi ont apprécié ce souci du détail. Dans les grands secteurs ouverts, Mère Nature a repris ses droits. Il a fallu donc mettre en avant la faune et la flore, donc oiseaux, chiens, écureuils et bien d'autres, tout en gardant un chouïa de reste de l'humanité, c'est-à-dire des morceaux de bâtiments qui s'effondrent, des alarmes au loin, etc. En intérieur, hormis des classiques rongeurs par endroits, pas beaucoup d'artifices, uniquement de la réverb et du son à l'image si je puis dire. Pour appuyer sur l'immersion d'un monde post-apocalyptique, les sound designers sont allés enregistrer dans des lieux abandonnés, tels que des mines, des bâtiments en ruine, des hôpitaux et prisons laissés à l'abandon. Avec ce genre de lieu, pas de risque d'avoir de son hors contexte, juste le grand silence mélangé au peu de vie animale et végétale présent sur place. Ce qui, là encore, permet d'accentuer tout bruitage important, comme les sons d'interface, les footsteps et surtout les infectés. Enfin, parlons de la pluie. Moi qui habite en Bretagne, c'est un sujet que j'adore tout particulièrement. Ça pourrait paraître simple de foutre de la pluie dans un jeu, un son stéréo et hop c'est terminé. Mais non, pas chez le chien vilain. Ils ont enregistré le son de pluie tombant sur toute une chier de matériaux. De la terre, du bois, de la tôle, du toit de voiture. Littéralement tout ce qui est trouvable dans notre monde. En post-prod, ils ont intégré ces sons de pluie point par point sur l'intégralité du jeu, là où le mauvais temps était présent. Et ça fait un sacré taf, même pour un jeu dit couloir. Je n'en ai pas parlé avant et c'est voulu, The Last of Us 1 et 2 ont été réalisés en motion capture. C'est-à-dire avec les acteurs jouant toutes les scènes entourés d'écrans verts et de matériel ultra chiadé, pour que le tout soit retranscrit sur un moteur 3D. Vient ensuite le travail de post-production visuelle et sonore. La motion capture est un monde archi fascinant et je suis encore en train d'apprendre sur cette méthode, donc je ne m'attarde pas trop dessus pour l'instant. Eh bien, j'en parle car les follets sont très liés à l'animation. L'équipe audio et l'équipe animation ont travaillé main dans la main pour que les follets type vêtements, sac à dos, armes collent au maximum avec l'image. C'est d'ailleurs l'une des marques de fabrique du studio Naughty Dog. Dans tous leurs jeux, la partie follet est poussée à l'extrême dans le détail. Et ça, c'est beau. Cette partie étant plus courte, je me suis dit que de vous montrer comment moi je l'ai fait pour un projet scolaire pourrait être intéressant. Donc, voici mon travail sur The Last of Us 2, plus particulièrement les armes. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, et si ça vous intéresse, j'en publierai d'autres dans de futures vidéos. Le jeu, comme la musique, a un rapport particulier avec les émotions du joueur. Il y a un lien très fort entre les personnages et la personne tenant la manette, qu'on ne trouvera pas dans des jeux comme LoL, sauf pour les mecs bizarres, ou Rocket League. La bande originale devait être à la hauteur des ambitions, accrocher nos tripes, suivre les moments prenants et émouvants durant toute l'histoire, mais sans pour autant tomber dans le cliché de l'orchestre symphonique qui aurait pu briser l'ambiance dépressive et intimiste du jeu. Et c'est exactement le point sur lequel le studio a voulu appuyer rien que dès l'introduction du jeu. Le compositeur principal est Gustavo Alfredo Santaolalla. Camoulox. Bravo, bien joué Gilles. Qui a d'ailleurs gagné un Oscar sur Brokeback Mountain en 2005. D'après le directeur créatif Neil Druckmann, Gustavo a un talent pour réaliser beaucoup avec pas grand chose, ce qui collait parfaitement au thème du jeu. Il utilise un instrument sud-américain nommé le ronroco, instrument à cordes proche du charango.
Et l'effet du résonateur, où le corps de l'instrument, combiné avec les cordes plus lâches qu'à la normale, crée un son inhabituellement sombre et vibrant. Vous accompagnez ça de violon, comme sur le morceau Forgotten Memories ou sur All Gone, ainsi que d'instruments allant dans les graves, du style une clarinette basse ou un saxophone basse, et le résultat final vous lâche un second poteau pavard dans vos émotions. Courte anecdote, Santa Olala a même droit à son personnage dans The Last of Us, qui joue du banjo. Comme dans Mass Effect, il est bon de noter que les acteurs doubleurs en VO ne sont pas les figures les plus connues du cinéma. La plupart d'entre eux font partie de ces acteurs qui apparaissent dans énormément de séries ou films, mais en tant que rôle secondaire, voire durant qu'une seule scène. Concentrons-nous sur les personnages principaux. Tout d'abord, nous avons Ellie en VO, qui est jouée par Ashley Johnson, qui est plutôt connue pour être Gretchen dans la série La Cour de récré, on la voit également apparaître dans le show The Last of Us, mais est présente dans Full Contact avec mon idole du nom de Jean-Claude Van Damme, et ça c'est beau. La voix française est Adeline Chetaille, qui a fait Princesse Zelda dans Breath of the Wild, et est la doubleuse régulière de Vanessa Hudgens. Joel est en anglais joué par Troy Baker, qui est Talion dans les jeux Middle-earth, et qui a également donné sa voix dans toute une plâtrée de jeux différents. La petite anecdote, il apparaît dans la série The Last of Us. Et c'est... lui... Si vous savez, vous savez. Si vous savez pas, regardez le show, vous comprendrez à quel point ce personnage et ses potes sont adorables. Annie Wershing a donné sa voix pour Tessa en VO et a joué Lily Salvatore dans Vampire Diaries. Malheureusement, elle nous a quittés en janvier 2023 des suites d'un cancer. Tandis que dans la langue de Caris, on a le droit à Marie Zidi, qui est la doubleuse régulière de Marguerite Moreau, mais vous la connaissez surtout pour... À mon avis, l'actrice autant que la doubleuse mérite un Oscar pour cette prestation. On termine ce chapitre avec quelques voix secondaires françaises notables, comme par exemple Daniel Njo Lobé dans le rôle d'Isaac, et qui est probablement l'une des voix les plus connues et reconnaissables dans le doublage d'acteurs afro-américains. Je vais le récupérer. Qui pourrait m'en empêcher? Benjamin Penamaria, et qui est Manny dans Toulouse 2, et Tommy dans la série, qui est également connu pour Jon Snow dans Game of Thrones et Poe Dameron dans Star Wars. Enfin, dans le rôle de Mike, le légendaire Christophe Lemoine, qu'on entend dans approximativement 465 787 séries, mais qui reste pour moi... Maman, mes chiottes! Comment, chérie? Mes chiottes! Mes chiottes! Je dirais que le point le plus important dans The Last of Us, outre son histoire très prenante, ses personnages attachants et ses décors très soignés, est que le jeu peut être joué du début à la fin juste au travers du sound design, entre les dialogues, les sons autant ambiants que ponctuels, et surtout les indicateurs audio. Attraper et équiper les objets, les déplacements, l'emplacement des ennemis et les combats, ainsi que les dialogues indiquant d'une manière ou d'une autre les obstacles sur la route. Quand on enlève la musique, le jeu semble très vrai, trop vrai, ce qui accentue l'immersion comme jamais. Enfin, il y a un dernier point sur lequel j'aimerais conclure. Je ne parle pas en connaissance de cause car je n'en suis pas un, mais des joueurs ayant un certain handicap, notamment au niveau de la vue, peuvent malgré tout terminer le jeu comme tout joueur lambda. Ça a déjà été fait et ça prouve le travail monstrueux sur le sound design. Ce jeu est un pilier central dans l'accessibilité dans le jeu vidéo et c'est ce point, parmi tant d'autres, qui range The Last of Us dans la liste des meilleurs jeux de tous les temps, que ce soit en tant que jeu, réalisation professionnelle ou œuvre d'art. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je m'excuse encore une fois pour la maladie qui s'entend un peu trop. J'espère ne pas me transformer d'ici demain. Si vous voulez m'entendre dans d'autres vidéos avec une voix un peu plus normale, je vous propose les épisodes précédents. Abonnement, un like, partage, bref, un petit coup de pouce, je prends tout car ça ne mange pas de pain. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous laisse sur une question universelle d'Ellie.